Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. La création de personnages pour une campagne diffère vraiment d'une table à l'autre. Vous en avez certains qui vont faire une session 0, et je pense que c'est parfaitement indiqué lorsque le groupe de personnages existe déjà au moment du début de l'histoire. C'était mon cas pour la campagne Les Enfants du Fleuve. J'ai fait une session 0, c'est d'ailleurs la seule et unique fois que j'en ai fait une, parce que le groupe existait au moment où l'histoire commençait. Et puis vous avez des groupes où la création de personnages va se faire individuellement, sans forcément que les joueurs se concertent. Et puis vous avez d'autres variantes. Vous avez le maître du jeu qui va laisser une liberté totale aux joueurs dans la création de leur personnage, sans guide, sans rien, et ensuite il va faire un effort d'adaptation pour faire rentrer tout ça dans une campagne. Et de l'autre côté, vous aurez des maîtres du jeu qui vont conseiller, qui vont donner des consignes de création de personnages pour que cela se marie bien à une idée préconçue qu'ils ont. Et bien évidemment, à travers tout cela, vous avez des nuances en fonction des tables. Donc c'est très varié, c'est vaste, et c'est pour ça que c'est un sujet intéressant. Quant à moi, je pense avoir une méthode un peu particulière pour créer les personnages en collaboration avec les joueurs, ou plutôt l'inverse. Les joueurs créent leurs personnages en collaboration avec moi, le maître du jeu, et j'aimerais vraiment vous partager ça. Alors ce n'est pas pour dire que ma méthode est meilleure qu'une autre, en revanche, ma méthode cherche à satisfaire un objectif bien particulier. Donc dans le cadre de cet objectif, je pense que c'est une méthode tout à fait appropriée. Donc mon explication va aussi aller de pair avec une explication de mes objectifs, de ma devise en tant que maître du jeu. Et c'est ce que je vais aborder en premier lieu au cours de cette introduction un peu longue pour que vous ayez les tenants et les aboutissants de cette méthode. Ma devise pour les campagnes, et beaucoup d'entre vous le savent maintenant, ceux qui m'écoutent, c'est de générer une expérience personnelle et viscérale pour mes joueurs. Ce qui va les amener à prendre des décisions, à faire des choix qui auront un impact fort sur l'histoire. Tout ça pour moi c'est essentiel, c'est ma devise, c'est une fin en soi pour mes campagnes, aussi pour mes one-shots, mais c'est encore plus particulier pour les campagnes. Tout le reste, tout ce dont je discute, y compris sur ma chaîne, ce ne sont que des outils qui vont m'aider à générer cette expérience personnelle et viscérale pour mes joueurs. C'est mon biais. Et donc tout ce dont je parle contribue à générer cette expérience qui est une fin en soi. Je vous donne un exemple. On parle souvent de la liberté des joueurs, sacro-sainte liberté, et certains vraiment l'érigent en finalité. C'est très important, la liberté. D'ailleurs, pour accomplir ma devise de mener les joueurs à prendre des décisions et à faire des choix impactants, la liberté est intrinsèquement fondamentale. D'ailleurs c'est un peu trop lourd ce que je dis, mais c'est fondamental parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des choix variés, donc je ne le dénigre absolument pas, au contraire. Cela étant dit, ce n'est pas la liberté une fin en soi pour moi, c'est un moyen parmi d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un instant T, et ceci est uniquement hypothétique à titre d'exemple pour vous montrer comment je réfléchis, si je me rends compte à un moment que contraindre la liberté des joueurs à ce moment précis, cela va augmenter l'intensité du personnel et de viscéral, en tout cas de l'expérience personnelle et viscérale, alors je vais contraindre la liberté. Parce que ne pas le faire, ce serait me priver d'augmenter le niveau d'intensité du personnel et viscéral, qui est le but principal recherché, la liberté n'étant qu'un outil. Vous voyez un petit peu la logique? Alors je vous le dis entre parenthèses, ça m'arrive finalement très rarement d'avoir à contraindre de manière exagérée la liberté des joueurs. Mais en tout cas, si le choix devait se présenter devant moi, il serait simple, le personnel est viscéral d'abord, donc s'il faut, je contrains la liberté. C'est un exemple parmi d'autres pour vous montrer la différence entre les outils et la finalité. Et donc, la création de personnages, pour moi, va constituer l'un des outils pour atteindre ce personnel et viscéral, et toute ma méthode est dirigée en ce sens. Et ça, c'était important que je vous le partage avant de rentrer dans le détail de ma méthode concrètement. Alors évidemment, le but dans la campagne n'est pas de scripter exactement la manière dont va surgir le personnel et le viscéral, parce qu'on ne peut pas prévoir comment la campagne va se dérouler exactement, et heureusement, c'est tout l'intérêt. En revanche, il faut, à mon sens, créer un terrain favorable à l'émergence de ce personnel et viscéral, même si on ne sait pas exactement la manière et quand il va émerger. Et vous voyez que j'emploie en plus le terme d'émergence, simplement je l'emploie différemment de ce dont vous pouvez peut-être avoir l'habitude à travers vos différentes écoutes. La création de personnages en collaboration avec les joueurs va être pour moi l'un des leviers indispensables pour préparer ce terrain
favorable et donc générer cette expérience personnelle et viscérale. Parce qu'il faut que les personnages soient impliqués personnellement, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins directement, on le verra, avec le contexte de la campagne. Et c'est pourquoi, chez moi, la phase de création de personnages, en réalité, elle est indissociable de tout le reste de ma préparation de la campagne et principalement de la préparation de la toile de fond. Ce ne sont pas deux phases séparées. Je n'ai pas d'un côté la phase de création de personnages et la préparation de la toile de fond. Ça se déroule en même temps. D'ailleurs, et vous allez le voir quand je vais entrer dans le détail, ma création de personnages avec les joueurs, elle se déroule par phase qui ne se déroule pas consécutivement. Je ne fais pas toute la création de personnages d'un coup et ensuite d'autres choses, non. Ça va être par petits bouts à travers la préparation de la campagne, ça va être lissé à travers toute cette préparation et je pense que c'est l'un des éléments particuliers de ma méthode que je vais vous détailler dès à présent. Alors, la première étape de la création de personnages, ça va être le fait de rassembler de la matière brute. Je vous ai déjà parlé dans la préparation de mes campagnes de ma première étape au global qui est les notes en vrac, mettre plein de notes en vrac. Et bien d'une certaine manière, c'est un peu ce qui se passe aussi dans le cadre de la création de personnages. Je vais d'abord chercher la matière de ces personnages. Et bien sûr, cette matière, elle ne va pas venir de moi, soyez rassurés, elle va venir des joueurs. Donc, petite parenthèse, pour les one-shots, j'ai aucun scrupule à utiliser les pré-tirés ou à imposer des contraintes plus fortes. Mais le préambule pour les campagnes, c'est quand même que les joueurs jouent ce qu'ils veulent jouer et donc qu'ils aient une très grande liberté de choix sur ce qu'ils vont faire en tant que personnage. Ça pour moi c'est vraiment important, ils vont avoir un personnage qui va les suivre longtemps, il faut qu'ils y soient attachés, donc il faut qu'il y ait une grande liberté, c'est un des prérequis. Et c'est pourquoi je ne prépare presque rien de ma campagne avant d'entamer la création de personnages. J'y réfléchis presque pas. Mais presque rien, ce n'est pas rien. Et donc, ma première étape, en réalité, avant même la création de personnages au sens strict, c'est de faire une proposition de campagne aux joueurs. Parfois, on en a discuté ensemble, parfois c'est moi qui propose des choix de propositions et ils vont choisir, parfois ça émerge de nos discussions. Peu importe en réalité, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, je vais écrire un paragraphe, assez gros en général, paragraphe narratif, qui va me permettre de transmettre l'idée globale de ce que j'ai en tête, les thématiques, les ambiances, peut-être même un début d'accroche, et je vais soumettre ça aux joueurs et attendre qu'ils me valident ça. Et s'ils ne me valident pas, on peut en rediscuter et on affine ensemble la proposition de la campagne. Ça, c'est le premier bloc, et c'est indispensable parce qu'on va quand même avoir quelque chose en commun sur lequel s'adosser lorsque on va créer le personnage. Malgré la liberté que je veux proposer à mes joueurs dans la création de personnages, ils vont tous avoir une sorte de socle commun plus ou moins précis qui va être la proposition de départ. Donc ça, c'est indispensable. Ça va les inspirer, ça va être leur point de départ pour imaginer des personnages. À partir de là, je leur dis, allez-y, vous me balancez vos idées de personnages, qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Là, pour l'instant, il n'y a pas grande différence avec d'autres méthodes, j'en conviens parfaitement, à ceci près qu'il y a cette proposition sur laquelle s'adosser. Et là, il n'y a aucune contrainte, aucune indication. Les joueurs me transmettent l'information par rapport à ce dont ils ont envie. Ils mettent l'accent sur ce qu'ils veulent. Ça peut être le concept du personnage, ça peut être l'histoire du personnage, certains vont plutôt se pencher sur les relations des personnages, sur l'état d'esprit du personnage, qu'importe. Justement, le fait de voir où sont leurs priorités va me permettre de dégager déjà des premiers leviers. Si certains s'attardent sur les relations de leurs personnages, je sais que ça va être important pour eux. Si ils s'attellent surtout à l'état d'esprit du personnage et à son histoire, eh bien je sais que c'est ça qui les intéresse principalement. Ça va m'aider à capter, à comprendre l'essence de ce qu'ils veulent jouer. Et ça, c'est fondamental parce que ça sera un point de référence tout au long de la création de personnages à laquelle je vais participer à ma manière. Et donc, on va continuer donc dans le détail pour vous expliquer tout ça. Alors, certains des joueurs vont être assez brefs dans ce qu'ils vont me proposer à ce moment-là. D'autres vont m'envoyer une foule de détails. Chacun fait ce qu'il veut. Là, pour le coup, je m'adapte vraiment à chacun des joueurs. Ils sont donc très libres, mais je répète que la proposition communément acceptée va faire en sorte qu'il y ait un socle commun, et donc en général, on ne s'éparpille pas dans des choses qui sont complètement incohérentes ou disparates, encore que je suis quand même parfois surpris
de ce que ça peut donner, même quand on a un socle commun, et je peux avoir des difficultés à raccorder un petit peu tout ça, mais ça fait partie de l'amusement que j'en retire également, donc ce n'est pas tant un problème. Tout ça, tout ce qu'ils vont me donner, les joueurs à ce moment-là, oui, moi je n'ai rien créé hein, au sens strict, ça va constituer le matériau brut que je vais utiliser pour commencer à travailler sur ma campagne en réalité. Donc je prends absolument tout ce qui m'est donné, même des détails. Je prends note de tout. En réalité, je fais même parfois un copier-coller quand ils m'envoient ça par écrit, et je mets ça dans une intercalaire du OneNote. Et quand je dis détail, c'est que même quand ils me donnent un petit détail cosmétique de leur personnage ou me parlent d'un objet qui leur a été donné par telle personne, tout est noté parce que tout peut me servir. Tout ne me servira pas d'ailleurs forcément au départ dans cette phase de préparation, mais il se peut à un moment dans la campagne que je fasse émerger quelque chose que j'avais noté parce que c'est très à propos. Mais je reviendrai sur ces éléments du maintenant ou du plus tard. Alors, dans certains cas, ce qui m'est envoyé va me susciter des questions. Je vais me dire, tiens, j'ai besoin de comprendre un peu mieux l'essence de ton personnage, et ce que tu me dis là, c'est pas suffisant, je peux l'interpréter de différentes manières. Donc je vais commencer à poser des questions, uniquement lorsque c'est nécessaire sur certains points. Ça me permet d'étoffer, de comprendre mieux, et de rester tout du long fidèle, je le répète, à ce que veulent vraiment jouer les joueurs. Et puis à un moment, je dis stop. Je me rends compte que j'ai assez de matière pour commencer, pour amorcer une réflexion de ma campagne, de ma toile de fond. Et alors, finalement, c'est là que moi, mon vrai travail de MJ va commencer. Mes notes en vrac, tout ça, en réalité, je commence à ce moment-là. Donc je dis stop, je dis ne me renvoyez pas d'autres informations. Pour l'instant, j'ai besoin déjà de réfléchir à ce que vous venez de me faire parvenir. Certains joueurs sont dociles et d'autres continuent à être inspirés et à m'envoyer plein de trucs. Et j'ai beau leur dire qu'en réalité, je ne regarderai plus ce qu'ils m'envoient, je suis très mauvais pour cela. Si vous m'envoyez des choses, même quand j'ai dit stop, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Je vais réfléchir et je vais de toute façon noter ce que vous m'avez dit. Je ne devrais pas dire ça. C'est pour ça que les joueurs doivent parfois se maîtriser parce que plus ils m'envoient de choses, plus ça me fait finalement du travail. Donc il y a un moment, je dis stop et on suspend d'une certaine manière la phase de création de personnages. Et à partir de là, je commence vraiment mon travail de réflexion sur la toile de fond. Et je m'inspire de tout ce que m'ont donné les joueurs pour l'intégrer, de sorte de faire des connexions entre mes idées qui vont émerger sur la campagne, les intrigues, les enjeux, et ce qu'ils m'ont donné de leur personnage. C'est ça qui va amorcer le terrain favorable du personnel, peut-être même un peu du viscéral, mais ça on y reviendra, pour cette campagne. Exemple, tel ami de tel personnage ou telle personne de son entourage pourra avoir tel rôle qui commence à émerger dans mes idées dans la campagne. Le capitaine de l'armée, tiens, si ça pouvait être le personnage dont lui m'avait parlé tout à l'heure, qui est lié à lui parce qu'ils sont rivaux. N'importe quoi. Vous voyez, ça c'est le genre de connexion que je peux commencer à faire et qui vont me servir de base pour construire quelque chose. Ou pourquoi pas tel élément du passé du personnage finalement est lié à un autre événement majeur qui a causé le surgissement de l'une des intrigues principales. Voilà, c'est ce genre de lien que je peux commencer à faire qui me sert de base et je vais commencer à construire autour de ces différents éléments. Je ne construis d'ailleurs pas forcément autour d'un seul noyau, je vais avoir plusieurs choses puisque j'ai plusieurs personnages et finalement je vais construire autour de ces différents noyaux puis je vais commencer à faire des connexions aussi entre les différentes constructions qui auparavant étaient indépendantes, puis qui vont finalement se lier. Tout ça crée une toile de fond basée sur le personnel et propice à l'émergence du viscéral au fil de l'histoire. Je vais vous donner quelques exemples concrets, donc vécus. Dans ma campagne Les larmes de Mornejour, l'un de mes joueurs avait créé un personnage féminin qui s'appelle Serra, et dans son histoire, dans les éléments, dans le matériau brut qu'il m'avait donné, l'amant de Serra avait disparu, et elle le cherche, tout simplement. Je me suis servi de ça pour construire toute une histoire autour de la disparition de son amant. Vous allez me dire, tous les MJ font ça, et vous aurez parfaitement raison. En revanche, cette histoire que j'ai créée autour de la disparition de l'amant, je l'ai aussi intégrée à une thématique que je souhaitais développer, de par la proposition que j'avais donnée, à savoir, une des thématiques que je voulais explorer, le combat contre l'engeance, qui est un peu mon mal incarné dans mon univers maison. Et alors, j'ai placé dans l'histoire l'amant dans un contingent armé, en réalité à la tête d'un contingent armé qui a été envoyé dans la forêt pour lutter contre l'engeance,
Et il se trouve qu'au cours de ce combat, il a été victime d'une tentative d'assassinat qui n'a rien à voir avec l'engeance, mais qui a été réalisée dans ce combat-là pour justement qu'on fasse passer ça pour un accident, ou en tout cas à une mort au cours du combat. Et donc il y a eu un complot, il s'est fait attaquer, et il a été laissé pour mort, il a été blessé, et il n'a survécu que parce qu'il avait été contaminé par l'engeance. Donc vous voyez, les deux histoires se lient alors qu'elles n'étaient pas liées au préalable. Il a survécu grâce à de nouvelles compétences de capacité de régénération, et il a été recueilli par encore un autre élément d'histoire, un alchimiste qui est dans la forêt parce qu'il s'est enfui, parce qu'il est recherché, il a été banni, mais d'un autre côté, il est en train de chercher un remède contre l'engeance. Et donc il est devenu ami avec l'amant de Serra, qui n'était pourtant pas du tout lié à cette histoire, et maintenant ils œuvrent ensemble dans la forêt. Et lui-même contaminé va servir finalement d'une forme de déclencheur pour l'engeance. Donc il est lié à une thématique à laquelle il n'était pas lié au préalable, ce qui va permettre aux personnages et aux joueurs de Serra de vivre une expérience personnelle, y compris dans le combat contre l'engeance alors que c'était pas lié, et en même temps ça pourra permettre aux joueurs d'explorer ce qui vient en amont de la conspiration et qui là est plutôt lié à des éléments politiques qui concernent le duché, en amont. Et donc tout ça se lie. Et vous voyez que ça s'est construit autour d'un élément qui m'a été donné par le joueur. Maintenant, imaginez si vous faites ça pour chaque élément donné par les joueurs, et là vous allez avoir un maximum de matière liée, génératrice de personnel et de viscéral. Autre exemple, plus court, dans ma campagne au nom des pairs, le joueur de Tristan m'avait parlé du fait qu'il était un enfant des rues, que sa mère était morte, sa mère biologique, et qu'elle était morte pendant la révolte, et qu'il avait été élevé, recueilli plutôt par une famille du crime. Et moi j'ai construit toute une histoire autour de la mort de sa mère biologique, je ne lui ai bien sûr pas expliqué tout ça, que j'ai intégré à la toile de fond politique, et en même temps j'ai essayé de donner un rôle indirect à la famille qui l'a recruté, la famille du crime, un rôle dans l'intrigue à venir. Bref, là je ne vais pas vous détailler, sinon on va vraiment rester là-dessus trop longtemps. Donc comme vous le constatez, je construis à ce stade autour des personnages ou autour de ce qui est autour des personnages, de sorte que leurs liens avec la toile de fond ne sont bien sûr pas tous directs, parce que mon objectif est aussi quand même de garder une cohérence. Et on entend souvent certaines personnes qui décrient cette manière de faire, parce que toute la campagne, comme par hasard, toute l'intrigue tourne autour des personnages, elle est centrée sur eux, ou plutôt ils en sont le centre. Moi j'évite qu'ils soient le centre de tout, mais néanmoins ils sont liés à tout de manière plus ou moins directe et parfois même de manière très indirecte, mais c'est comme ça que je construis et ainsi vous avez une sorte d'asymétrie. Ils sont très liés à telle chose, liés seulement séparés de plusieurs niveaux de telle autre chose, mais quand même, comme ça il y a une sorte d'asymétrie dans les liens qui rendent la chose cohérente et néanmoins passionnante. De plus, peut-être que je l'aborderai encore après, je ne sais pas exactement, mais quand vous avez des liens sur différents niveaux, eh bien vous pouvez avoir des liens qui apparaissent immédiatement dès le lancement de la campagne, et puis vous en avez d'autres que les joueurs découvriront plus tard. Ça vous permet de lisser l'émergence du personnel et du viscéral au fil de toute l'histoire. Car lorsque certains éléments personnels ne peuvent finalement se découvrir que plus tard parce qu'ils sont séparés de plusieurs niveaux, eh bien vous savez qu'ils vont émerger tardivement dans la campagne, ça vous en laisse un petit peu sous le pied. Et donc toute la campagne sera personnelle et viscérale parce que c'est placé à différents endroits. Bon, j'espère que vous avez compris à peu près l'idée. Ça, c'était ma phase de départ. Ensuite, on va entrer sur la seconde phase, la phase de l'affinage. Une fois que j'ai suffisamment travaillé, j'ai commencé vraiment à construire quelque chose, ça commence à ressembler à quelque chose, je vais me rendre compte quand même qu'il y a des trous dans la raquette. J'arrive pas à tout lier, j'arrive pas à rassembler encore le groupe, j'arrive pas complètement à lier tel personnage à l'intrigue comme je l'aimerais. C'est assez difficile à expliquer, je peux pas vraiment vous donner des exemples concrets, mais en général à ce stade je me heurte à certains murs, je commence à bloquer à certains endroits et je me rends compte que c'est incomplet. Et là j'ai besoin d'une seconde injection d'inspiration, et comme mon but c'est de générer du personnel et viscéral, c'est le moment de réimpliquer mes joueurs.
Parce que la période de travail en solo, elle peut durer parfois longtemps, hein, le temps que je constitue un peu tout ce dont je viens de vous parler. Et alors, lorsque j'ai besoin de précision, souvent là, ça va commencer à être plus ciblé. Ça va être sur des sujets particuliers. Là, je reviens vers mes joueurs, et d'ailleurs, je ne reviens pas vers tous mes joueurs nécessairement. Ça peut être un ou deux joueurs en particulier en fonction de ce dont j'ai besoin à l'instant T. Je reviens vers eux, donc là c'est asymétrique, hein, la manière dont je travaille, et je vais commencer à leur poser des questions sur des points plus précis de ce dont ils m'avaient déjà parlé. Donc qu'on soit clair, je ne les guide pas, ils ont une liberté complète sur ce qu'ils vont me dire. En revanche, je guide ce sur quoi ils doivent se pencher. Par exemple, si dans leur histoire de personnage, ils ont mentionné, enfin un des joueurs a mentionné 2 endroits où ils ont vécu, en tant qu'enfant par exemple, eh bien je peux leur dire, pour chacun de ces 2 endroits, est-ce que tu peux me donner une ou 2 relations que tu as eues, amis, je sais pas moi, rival, amour, collègue, que sais-je, avec des noms de personnages, parce que moi ça va me permettre de commencer à peupler ces lieux si j'ai trouvé un moyen d'inclure ces lieux plus ou moins directement dans l'intrigue, dans la toile de fond. Et une fois qu'ils vont me donner ces personnages, parce que j'ai demandé qu'ils m'en donnent, c'est eux qui sont libres de leurs inspirations, mais ça va commencer à me créer des déclics. Ah tiens, tel personnage qui vient de créer, finalement, je pourrais l'intégrer entre ces 2 intrigues, et c'est le lien qui me manquait. Vous voyez, bon, c'est très abstrait ce que je vous dis, mais je pense que ça vous permet de comprendre un peu la logique. C'est comme ça que je travaille. Qu'est-ce que ça me permet concrètement? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais aller un peu plus loin dans l'analyse de cela. Qu'est-ce que me permet cet affinage, cette personnalisation extrême en allant piocher ici et là, en invitant les joueurs à me faire part de leurs inspirations sur des sujets précis? Déjà, je le répète, et j'insiste lourdement là-dessus, ça ne contraint à rien, puisque je ne leur impose pas quelque chose, je leur donne un sujet de réflexion. Ensuite, ça fait en sorte que les joueurs développent des choses dont ils savent que je vais m'en servir d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'aime pas trop ce terme-là, mais ça les hype. Ça crée de l'anticipation. Voilà, c'est un meilleur terme. Ça crée de l'anticipation parce que ils peuvent se demander comment il va se servir de ça. Ils se doutent que ça va servir d'une manière ou d'une autre, ils ne savent pas comment. Et croyez bien que cette création de personnages, cette phase-là de questionnement, ça génère de l'anticipation pour la campagne qui va suivre. Et ça, je pense que c'est important. Ça les prépare à apprécier la campagne. Ça peut aussi les préparer à être déçus si finalement vous ne réussissez pas à égaler cette anticipation. Mais bon, c'est un autre sujet. Notez également que je ne me sers pas de tout ce qu'ils me donnent immédiatement pour construire la toile de fond. Il y a aussi certains éléments, certains matériaux que je laisse de côté pour plus tard parce que je n'ai pas trouvé de manière de les intégrer au départ, et ce n'est pas grave. Au contraire, ça me donne des munitions, et à un moment émergeront des situations qui seront propices à l'utilisation de ces éléments qu'on a vus ensemble lors de la création de personnages. Et ça participera de ce lissage du personnel et viscéral au fil de l'histoire dont je vous parlais précédemment. Je vais vous donner un autre exemple concret de cette phase d'affinage, avec le personnage de Mylsandre de ma campagne Au nom des pères. C'est un personnage joueur donc, qui existait depuis la campagne d'avant et qui avait été adopté par une compagnie, une troupe de battleurs. Mais on n'avait pas forcément détaillé cette troupe, il n'y avait pas besoin à l'époque. Or là, je m'étais dit, je vais avoir besoin de précision sur cette troupe de battleurs parce que j'aimerais bien faire jouer des flashbacks, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs, et je voudrais m'en servir. Donc je suis revenu vers ma joueuse et je lui ai dit, écoute, j'aimerais que tu me développes un peu cette compagnie de battleurs, que tu me nommes quelques personnes, qui ils sont, ces personnages, ces PNJ de cette troupe, quelle était ta relation avec eux? Et elle a commencé à me donner des choses, et là ça prend corps, en plus ça crée un lien entre le personnage et son passé, et en plus ça va me servir. Vous voyez, c'est ciblé, mais je lui laisse liberté sur ses choix. Et je me suis servi de ça, je vais vous donner 2 exemples, elle m'a nommé 2 personnages, notamment l'un qui s'appelait Armand, qui était son amour de jeunesse, et j'ai utilisé cet Armand pour le replacer dans une situation présente de la campagne. Il est devenu finalement, il était au service de celui qui a démarré comme étant l'ennemi ou la némésis du groupe. Il ne le savait pas, bien sûr. Et puis, il était lié à d'autres choses. Je vais vous passer les détails. Il était intrinsèquement lié à l'intrigue. Enfin, intrinsèquement. Il n'était pas au cœur du show, mais disons que c'était un des agents de l'un des PNJ importants
de l'intrigue, qui lui était au cœur de l'intrigue. Alors ça n'a pas émergé tout de suite, c'est venu plus tard. Et il y avait un gros différentiel entre la situation au cours de laquelle elle avait connu son amour et la situation dans laquelle je l'avais amené, cet Armand. Et d'ailleurs, si je vous le disais, vous diriez, mais ça n'a aucun sens, comment il est arrivé de ce point A à ce point Z? Et c'est là qu'aussi, moi je me mets à réfléchir, et je veux rester cohérent, je veux pouvoir montrer qu'il y a une réflexion derrière, et je me suis refait un peu la chronologie de son histoire. Que lui est-il arrivé depuis la dernière fois que la joueuse l'a vu, enfin le personnage de la joueuse l'a vu. Et je crée quelque chose de cohérent parce qu'une fois qu'elle va parler avec lui, quand elle va le retrouver, il pourra lui expliquer et tout ça va m'aider à constituer une cohérence et à justifier le fait qu'il soit allé au bout. Parce qu'évidemment, quand vous liez les choses, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ça puisse s'expliquer. Si vous faites des liens qui sont là comme par hasard, souvent ça ne marche pas beaucoup, il faut vraiment qu'il y ait une justification. Bon, donc elle a fini par le retrouver. Là, ça a émergé plus tard. D'ailleurs, j'ai aussi fait en sorte qu'elle le soupçonne d'être un meurtrier. Il y a eu des meurtres à un moment et les choses m'ont pointé dans sa direction, donc ça a mené à des discussions entre elle et lui, personnelles et viscérales, de roleplay où elle l'accusait, mais en fait, c'était pas lui. Bon, vous voyez à peu près l'idée. Et puis, autre exemple, un peu différent parce que je m'en suis servi tout de suite en amont dans ma préparation, alors que ce Armand, je l'ai placé un peu plus tard. Elle m'a parlé d'un personnage prestidigitateur, un genre de Gandalf qui venait parfois en charrette rejoindre la troupe de battleurs, donc il ne faisait pas partie intégrante de la troupe, mais il en était un ami et il venait ponctuellement, un prestidigitateur qui faisait des tours de magie. J'ai trouvé ça très intéressant et immédiatement, dans les premières secondes, j'ai eu une idée. Il se trouve que la joueuse, en tout cas son personnage, était lié aussi, elle vénère une sorte de démon dont elle sait qu'en plus il est affaibli parce qu'il a été un peu supplanté par un autre démon, la Gorgone. Et donc ce démon qu'elle révère s'appelle Ranald. Et je me suis dit, ce démon il est affaibli. Et s'il était condamné pour l'instant de par sa faiblesse à errer parmi les mortels sous une forme bel et bien humaine, notamment ce prestidigitateur? Est-ce que ça serait pas Ranald, et ça ne serait pas une révélation à un moment qui pourrait sortir? J'ai eu cette idée tout de suite, et j'ai dit à la joueuse, qu'il l'avait nommé Arto, « Ah, il est génial ton personnage, il mérite quand même un nom meilleur que Arto, je sais pas moi, Darlan par exemple. » Et Darlan, c'est un anagramme de Ranald. Je suis en train de vous spoiler la campagne pour ceux qui n'ont pas vu mon actual play. Bon, tant pis, c'est pas bien grave, à ce stade. La joueuse en plus ne me connaissait pas encore très bien en tant que MJ à l'époque, donc elle n'y a vu que du feu. Ça aurait été un autre de mes joueurs, je pense qu'il aurait capté tout de suite. Donc c'est là aussi que la création de personnages, elle est très personnelle même au niveau des joueurs, parce qu'en fonction de vos joueurs, si vous les connaissez, et surtout vrai si vous les connaissez, vous pouvez adapter un petit peu vos questionnements et vos petits pièges et toutes les questions que vous allez leur poser, si vous connaissez leur état d'esprit, leurs forces, leurs faiblesses, etc. Bon, et donc ça a été très important parce que moi, dès le début, ça m'a permis de savoir cet élément important. Et il se trouve que le personnage de la joueuse faisait de la divination à travers la lecture des cartes. Et régulièrement, elle me disait qu'elle faisait un tirage de cartes. Elle me le disait en amont parce qu'il fallait quand même que je prépare moi le tirage de cartes. Je le faisais vraiment avec des cartes de tarot, et c'était prémédité pour le coup. Quoique j'ai eu une méthode après pour qu'il y ait des embranchements et qu'elle ne puisse pas retourner toutes les cartes. Enfin bref, c'était assez amusant. Mais donc, depuis le début de la campagne, après, elle faisait des tirages et je laissais passer des indices, très maquillés par le mysticisme, bien sûr, à travers les cartes, de la réalité de ce personnage d'Arlan. Parce que je le savais depuis le début, parce que j'avais posé des questions à la joueuse et elle m'avait développé des PNJ de la troupe de battleurs et c'est par ça que j'ai eu des idées pour construire autour. Et c'est comme ça qu'on crée du personnel et du viscéral. Donc, c'était un exemple dont je voulais vous parler. Alors évidemment, il y a parfois du dialogue avec les joueurs, notamment quand mes questions génèrent d'autres inspirations de leur part. Ça aussi, c'est un avantage. Vous posez des questions sur un certain sujet, et là, d'un coup, ça crée un déclic chez eux et ils veulent amener d'autres éléments. C'est tout à fait acceptable, c'est même un cercle vertueux, qui va vous donner encore plus de matière. Néanmoins, il faut commencer à être vigilant parce que plus vous avancez, en tout cas, dans mon cas, plus j'avance dans la création, la préparation de ma toile de fond, plus les nouvelles idées des joueurs peuvent entrer en contradiction avec ce que j'ai déjà créé à ce stade, parce que là, on a quand même avancé. Donc parfois, quand ils me proposent quelque chose, que ça rentre un peu en contradiction avec les choses que j'ai déjà préparées, je peux faire une contre-proposition en préservant l'essence de ce qu'ils m'ont dit et voir s'ils me valident ou pas. C'est souvent ce qui arrive, et souvent ça pose pas vraiment de problème. J'écarte rarement complètement une idée. Même si je peux parfois en proposer une variante,
et que donc le joueur doit me valider cette variante. Quand j'écarte une idée complètement, et encore une fois je le répète, c'est assez rare en réalité, j'attends de voir si le joueur insiste et quels arguments il va déployer pour garder cet élément, parce que ça va me montrer que c'est quand même important pour lui, et là en général je cède. Souvent je lui dis, et je trouve une manière de le faire, et parfois je lui dis que j'écarte l'idée alors qu'en fait je l'ai gardée et je vais la faire ressortir d'une autre manière. Ça peut m'arriver aussi. Le but n'étant pas de frustrer le joueur quand même, donc c'est pour ça aussi que vous devez sentir la réaction du joueur pour que votre décision prenne aussi en compte sa réaction à lui, pas seulement le personnage, mais le joueur. Également, lors de cette phase d'affinage, ça c'est un autre élément important, je peux commencer à proposer des liens existants entre les joueurs. Alors là, c'est vrai, comme ils ne savent pas un peu les personnages qui sont en train de se créer, on ne fait pas de session 0. Je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard, oui c'est une vidéo un petit peu longue, sur le cloisonnement, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles je ne fais pas une session 0 et tout ça se crée individuellement entre les joueurs. Je vais commencer à proposer des connexions entre les joueurs. Sans trop leur en dire, je vais vérifier avec eux s'ils sont d'accord. Par exemple, je peux m'inspirer de PNJ qui ont été créés par les joueurs comme étant membres de l'entourage de leur personnage et dire bah tiens, est-ce que ça te dérangerait si ce PNJ en fait on le remplaçait par un des PJ? Il se trouve qu'il y a un des personnages du futur groupe qui pourrait très bien être celui-ci, ça serait ton ami et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, sans aller trop loin? Là, ils me valident. Souvent, ils aiment bien qu'il y ait des relations entre eux. Donc, on l'acte et on commence à détailler un petit peu cette relation. Puis moi, j'ai aussi des éléments, des idées. Je reviendrai, il y a des choses qui sont décidées entre nous à ce moment-là et que les joueurs sauront, et il y a des choses que je ne dirai pas. Encore une fois, je vais y revenir dans la dernière partie. Donc, ça commence à créer les choses. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, cette méthode de création sous-entend que le groupe de personnages n'existe pas au moment du lancement de la campagne. Peut-être que certains personnages se connaissent, mais le groupe en lui-même n'est pas formé, et souvent je vais utiliser la première session, voire les 2 premières sessions, pour construire ce groupe de manière organique, et que donc la création du groupe soit vécue par les joueurs. Quand le groupe existe déjà, c'est quand même différent, et là, la session 0, je le répète, la collaboration en commun complète peut être plus à propos. Donc l'objectif de ce travail d'affinage, qui va intervenir plusieurs fois à travers la préparation de la campagne, c'est pas une phase d'affinage, je vais repartir travailler, puis je vais réinterroger finalement ce joueur-là, puis ensuite ça sera celui-ci. Vous voyez, c'est complètement asymétrique en fonction du besoin. L'objectif de ce travail, c'est de connecter personnellement les personnages joueurs à la toile de fond de la campagne. Que ce soit de la manière dont ils seront impliqués dans l'histoire initialement, dès le début, qu'est-ce qui va faire que personnellement ils seront impliqués avec ce lancement de l'histoire, ou lorsqu'émergeront de nouvelles choses ou découvertes à travers l'histoire qui rendront ces découvertes personnelles et viscérales. Finalement, ça sème les graines d'une histoire personnelle et viscérale. Pour finir là-dessus, sur ce point, je vais quand même préciser que l'important de tout ce processus est que les liens que je crée en coulisses n'entrent pas en opposition avec l'essence de ce que m'ont soumis les joueurs en guise de matériaux bruts. Parce que, j'y reviens, c'est ce que j'ai dit en préambule, il est très important que les joueurs jouent ce qu'ils ont envie de jouer. Ce sont eux qui créent, et ils doivent jouer le personnage qui, dans son essence, est celui qu'ils avaient en tête. Et donc, ce point doit aussi être gardé à l'esprit par le maître du jeu, et notamment pour la dernière partie de mon explication, dans laquelle on va s'engager tout de suite. Les flashbacks et les surprises dans la création de personnages. Un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Depuis ma campagne au nom des pères, j'ai pris goût à l'intégration de flashbacks bien personnels. J'en faisais aussi dans Les Enfants du Fleuve, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Et en particulier sur la première session, la session de lancement de la campagne, ou même sporadiquement au fil de la campagne, mais c'est souvent lors de la première session qu'il y a beaucoup de flashbacks. Pourquoi? Eh bien, toujours pour ajouter une dimension personnelle et viscérale, j'ai envie de faire vivre les éléments du passé du personnage au joueur. Il y a mieux que décider avec un joueur des événements de son passé et de les écrire. C'est les vivre et ensuite s'en souvenir.
Ainsi, le personnage aura des souvenirs qui seront finalement presque les mêmes que les souvenirs du joueur, puisque lui-même les aura vécus. Je vous invite à écouter ma vidéo dédiée aux flashbacks, parce que là, je développe vraiment ce point précis, alors qu'aujourd'hui, je vais vous parler des flashbacks et leur préparation à travers la création de personnages. Cette création de personnages, justement, et les discussions avec mes joueurs me permettent aussi d'identifier, dans toutes nos discussions, des moments clés de la vie de ces personnages. Et je vais pouvoir mettre en scène ces moments clés pour que les joueurs les vivent, et ça va créer un véritable attachement à ces moments, à ces événements, une connexion personnelle. Mais pour que ça fonctionne encore mieux, il y a un élément essentiel qui doit être préservé. C'est l'inconnu. L'inconnu dans ces flashbacks. Parce qu'effectivement, si les joueurs ne font que jouer des flashbacks qui retranscrivent exactement ce qu'ils savent déjà, ce qui a été décidé en amont, ça n'a pas le même impact. Parce qu'après tout, les personnages, eux, normalement, ils ne savent pas que ça leur arrive. Il n'y a que les joueurs qui savent que ça leur est déjà arrivé. Vous voyez un petit peu la notion? Donc, c'est bien de garder une part d'inconnu, tout en restant fidèle à ce que les joueurs voulaient. Ça peut parfois être compliqué. C'est une sorte de danse en tant que maître du jeu que vous devez faire pour préserver le plaisir de chacun. Donc moi, je garde tout ce que m'ont dit les joueurs, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et en particularité, la finalité de ce qu'ils m'ont décrit quant à l'impact sur leur personnage, c'est-à-dire en particulier ce qu'est leur personnage maintenant, ce qu'ils veulent jouer là, tout de suite. Mais je me garde une liberté sur le comment leur personnage en est arrivé là, tout en gardant quand même certains leviers que eux m'ont donnés, sur tiens, tel événement m'est arrivé, ma famille a été massacrée, j'ai perdu telle personne, bien évidemment. Mais sur le comment c'est arrivé, si eux ils m'ont pas donné d'informations là-dessus, je vais utiliser ce vide, ce trou dans la raquette pour le combler et surprendre les joueurs à travers ces flashbacks. Donc je reprends cet exemple, si le personnage a vu toute sa famille massacrée dans un raid, eh bien très bien, je me réserve le droit de faire vivre ce terrible événement dans des conditions qui sont inconnues du joueur. J'en reviens à Mille Cendres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Il y a certains éléments dont elle avait connaissance, mais le détail de l'événement, elle ne l'avait pas. Ça m'a permis de lui faire vivre, et la joueuse a vraiment eu l'impression de jouer cet événement. Ce qui a constitué un souvenir marquant qui l'a suivi tout au long de la campagne, bien évidemment. Même chose pour le personnage Tristan, et le recrutement par sa famille d'adoption criminelle dont je parlais tout à l'heure. Il ne savait pas du tout comment le recrutement s'était opéré. Eh bien, je lui ai fait jouer le recrutement à travers une course-poursuite avec la garde dans les rues de la capitale. Autre personnage de Au nom des pères, Alistair, m'avait dit qu'il avait vécu la révolte de Carnandras, et notamment parce qu'il était un garde royal, vous voyez, il avait choisi les choses quand même. Il m'avait même dit qu'il avait massacré toute sa famille parce que c'était des traîtres et que lui, il voulait montrer sa loyauté. Très bien, ce sont des éléments. Mais comment tout ça s'est organisé, comment tout ça s'est passé exactement, comment le personnel a surgi, eh bien, le fait que sa sœur ait été présente à ce moment-là, il ne le savait pas forcément. Eh bien, je l'ai mis en scène, et ça, il l'a découvert tandis qu'il jouait cette scène-là. Donc, l'avantage de cette méthode de création de personnages est qu'elle permet de faire vivre des flashbacks et de faire découvrir aux joueurs une part du passé de leur personnage, au même titre que le personnage est censé découvrir ce passé quand il le vit dans son présent. Vous me suivez toujours? Je l'espère. Ça permet de mettre le personnage et le joueur sur un pied d'égalité. Le joueur est pratiquement comme son personnage, à quelques exceptions près, puisque évidemment, on l'a déjà vu, le joueur a décidé quand même de beaucoup de choses en amont, il faut le redire. Mais ça, ces inconnus qui surgissent dans le fait de jouer les flashbacks vont augmenter l'impact des événements et donc générer du viscéral. J'ajoute même régulièrement des événements qui n'ont pas été mentionnés par les joueurs. Mais encore une fois, il y a une règle essentielle à garder dans ce cas-là, c'est que ces ajouts doivent rester cela, des ajouts. Ils ne doivent pas venir remplacer ce qui a déjà été vu par le joueur, ni entrer en contradiction, je le répète, avec l'essence de ce qu'est le personnage. Parce que sinon, là, vous flouez vos joueurs, et c'est vous, maître du jeu, qui décidez à leur place de ce qui s'est passé. Donc, on peut ajouter, du moment que ça souligne tous les autres éléments qui ont été décidés avec le joueur, que ça les étoffe peut-être, mais sans jamais les renier.
Le dernier point de cette explication, on en arrive au bout, hein, restez avec moi s'il vous plaît, c'est le cloisonnement, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. La raison pour laquelle, dans cette méthode-là, les personnages sont créés individuellement avec les joueurs sans qu'ils ne communiquent entre eux. Ça n'est vrai que lorsque, je l'ai dit, hein, le groupe n'existe pas au moment du lancement de la campagne. Mais j'ai souvent, moi, tendance à faire en sorte que le groupe se crée dans les premiers instants de la campagne, parce que comme ça, le groupe, lui aussi, a un vécu de groupe. Les joueurs vont vivre la construction de ce groupe, et ça va les lier d'une certaine manière. Alors, il y a aussi des revers de médaille, hein. Ça peut être parfois difficile aux joueurs dont les personnages n'ont aucun lien préalable entre eux, ensuite de se connecter et d'avoir des personnages qui s'unissent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des revers de médaille, il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, dans ma prochaine campagne, j'essaie de pallier cela justement en créant des liens préalables quand même, préexistants entre les joueurs, alors même qu'il n'y a pas de groupe au sens strict du terme. Donc soyons quand même vigilants par rapport à cela. Mais c'est quand même intéressant ce cloisonnement parce que justement les joueurs ne savent pas comment le groupe va se construire et donc ils vont avoir ces inconnus. Par exemple, quand on a établi ensemble que deux personnages joueurs se connaissent, en étant amis par exemple, eh bien on peut se mettre d'accord sur le pourquoi global de l'amitié, sa nature même de cette amitié à l'instant présent, mais on n'aborde pas forcément le comment cette amitié s'est constituée. Parce que ça peut faire partie des éléments que j'ai décidé de faire vivre en flashback. Et qui vont être très agréables à jouer, on va même pouvoir influencer d'une certaine manière ces événements, toute proportion gardée puisque ça sera que des flashbacks quand même, mais les joueurs peuvent peindre avec moi leurs flashbacks, hein, ils ont un impact dessus. Pour autant, ça ne changera pas la nature de l'amitié telle qu'elle a été décidée entre les deux joueurs. Mais encore une fois, pour m'assurer que ça déplaise à personne, je peux poser des questions très générales en amont, ou même vérifier que le fait de ne pas savoir exactement sied aux joueurs qui sont d'accord avec ça. Je pose les questions, il faut quand même, on l'a dit, hein, collaborer avec les joueurs et ne pas décider complètement à leur place. Voilà, c'était une vidéo assez longue, mais en conclusion, pour résumer tout ça, même s'il y a un petit peu de redite, pour que ce soit vraiment clair dans votre esprit, que vous aussi vous fassiez les liens appropriés qui sont constitutifs de cette méthode, je le redis, la phase de création de personnages avec mes joueurs, ça fait partie intégrante de ma préparation de campagne, et ça ne se déroule pas en un seul bloc, mais en plusieurs étapes qui sont elles-mêmes disséminées à travers mon processus créatif de préparation de campagne. C'est indissociable. Cette méthode, elle permet de laisser pleine liberté aux joueurs, j'insiste là-dessus, tout en s'adossant à un socle commun et la proposition initiale. Mais par le questionnement sur des points précis, ça aide aussi à construire la toile de fond de la campagne autour du matériau brut qui a été fourni par les joueurs. Pour, bien sûr, la finalité, c'est l'implication personnelle dans l'intrigue, que ce soit on l'a vu directement ou indirectement, séparé par plusieurs couches, dès le lancement de la campagne ou au cours de la campagne lorsque ces éléments personnels et viscéraux émergent. Enfin, le cloisonnement, qui est le dernier élément dont j'ai parlé, de la création de personnages, l'inconnu entre les joueurs ou même les trous historiques dans le vécu des personnages, permet de surprendre les joueurs tant en leur faisant vivre des flashbacks intenses qu'en jouant les conditions de la formation du groupe dans l'action au sens large du terme pour un lancement de campagne personnel et viscéral. Voilà, j'espère que cette méthode pourra vous inspirer, vous donner des idées. Essayez-vous à cela, en tout cas en partie. Prenez ce qui vous intéresse, rejetez le reste comme d'habitude. Si vous avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, poursuivez la discussion sur le Discord, lien en description. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.